Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un nouveau parti politique, se constitue à Abidjan pour soutenir la candidature de l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. C'est pour la présidentielle de 2020. Sénégambie, c'est ce pont qui va largement fluidifier les transports entre le Sénégal et la Gambie et favoriser le désenclavement de la Casamance dans le sud du Sénégal. Cheikh Bété reviendra sur son inauguration. Au Cameroun, une centaine de réfugiés centrafricains sèchent les briquettes de charbon sous le soleil. Il s'agit d'une procédure pour produire du charbon écologique. Narcisse Oum nous en dira davantage. Voilà pour le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Les petits plats se mettent progressivement dans les grands. Un nouveau parti dénommé Parti politique dénommé du moins le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire a vu le jour. Son but est clair, soutenir la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle de 2020. Reportage. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, désormais au service de Guillaume Soro. Le nouveau parti politique a été constitué samedi à Abidjan pour soutenir la candidature de l'ex-président de l'Assemblée nationale à la présidentielle de 2020. C'est au cours d'une assemblée générale que plusieurs centaines de militants ont approuvé la transformation de ce mouvement lancé en 2013 en parti politique d'idéologie social-démocrate. Nous aurons accès, grâce au peuple de Côte d'Ivoire, le seul souverain à ce panel présidentiel en 2020. Et Guillaume Soro est attentif au problème des jeunes, Togo, Nassima, chef vaillant Nassima. Dire aux jeunes de Nassima que nous serons là, nous leur promettons. Et nous savons que le peuple de Côte d'Ivoire nous donnera raison. Le pouvoir de 2020 nous appartient. Vendredi, l'ex-président de l'Assemblée nationale a lui-même lancé un nouveau mouvement baptisé Comité politique, mais sans dévoiler qu'il nourrissait des ambitions présidentielles. L'articulation entre le comité politique et le RACI n'a pas été explicitée. Les analystes politiques prêtent depuis longtemps à Soro des ambitions présidentielles. La présidentielle au Sénégal avance à grands pas. Le président sortant Macky Sall compte bien remporter le scrutin déjà dès le premier tour. Pour le compte de l'élection présidentielle du 24 février et dans un Sénégal friand de débats démocratiques, Macky Sall est confronté à une concurrence inhabituellement clairsemée. Lui qui entend conduire la deuxième phase de son plan Sénégal émergent n'a que 4 adversaires en face. Des rescapés du nouveau système de parrainage et des décisions judiciaires qui ont éliminé des rivaux de poids qui espèrent le contraindre à un second tour. L'opposition a en vain dénoncé l'invalidation des candidatures de Karim Wade et du maire déchu de Dakar, Khalifa Sall, tous deux frappés par des condamnations judiciaires. Les bureaux de vote doivent ouvrir à 8 h et fermer leurs portes à 18 h GMT. Les premiers résultats sont attendus dans les médias dès la fermeture des bureaux, mais ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou du 26 février. Compte tenu des délais légaux de leur proclamation et de possibles contestations, un éventuel second tour se tiendrait vraisemblablement le 10 ou le 17 mars. Abdoulaye Wade a appelé à brûler le matériel électoral et à s'attaquer au bureau de vote, une attitude de subversion dénoncée par le gouvernement, mais dont le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a minimisé la portée. Le Sénégal, qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, fait figure de modèle démocratique en Afrique, mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence.
Le Sénégal, toujours avec la Gambie, ont inauguré en janvier dernier le pont Séné-Gambie, un pont qui va largement fluidifier les transports entre les deux pays et favoriser également le désenclavement de la région de Casamance située dans l'est du Sénégal. Pour se rendre dans cette région, en effet, les voyageurs étaient obligés de traverser le fleuve par un bac et cela pouvait occasionner des heures d'attente. Jacques Berthet, qui a assisté donc à la cérémonie d'inauguration, nous fait ici le compte rendu. Direction la Casamance, au sud du Sénégal pour Koli, un trajet de 450 km qu'il ne pouvait effectuer en 24 heures. Pour cause, le fleuve Gambie qui sépare le nord et le sud du Sénégal. Aujourd'hui, il traverse le fleuve pour la première fois par le pont et c'est un soulagement. C'est émouvant, c'est émouvant. On peut faire beaucoup de choses, un aller-retour même le même jour. C'est un grand changement, vraiment, un grand changement au profit de toutes ces populations, surtout le petit peuple qui fait la traversée, soit pour le travail ou le commerce. C'est très important. Voilà, on gagne du temps et comme on le dit, on gagne aussi de l'argent. Ces ponts vont permettre de désenclaver les régions sud du Sénégal. La Casamance, sa région naturelle, un des poumons économiques du pays. Dans son village, à Bignonan, Francisca produit du jus de citron qu'elle ne vendait que sur le marché local. Avec les ponts, elle espère étendre ses rayons de vente jusqu'à Dakar. Maintenant, on est très contents. Notre marchandise là ne gâte pas. On amène ça direct à Dakar. Le litre, c'est 500 francs. Le bidon de 20 litres, ça te coûtera 10 000. Mais là-bas, si tu amènes là-bas, le litre à 1000 francs. Maintenant, tu gagnes plus qu'ici. Avec ces ponts, c'est le souhait de plus de 30 ans de population de la Casamance qui se réalise. Il va permettre d'éviter les détours par les terres de plus de 500 km et surtout d'accroître les échanges commerciaux dans la région. Annonce surprise du report de la présidentielle nigériane à quelques heures du scrutin. Les Nigérians étaient dimanche toujours abasourdis. Le report des élections générales au Nigeria, dont le coût est estimé à plusieurs milliards de dollars par des économistes, continue de surprendre plus d'un. Cette décision a été suivie de déception et de colère. Les rues de Lagos étaient encore vides dimanche. Les deux principaux candidats, le président sortant Muhammadu Buhari et son adversaire majeur Atiku Abubakar, avaient appelé samedi leurs partisans au calme. Mais dans un pays rongé par le chômage et l'extrême pauvreté, où chaque déplacement est un sacrifice financier pour beaucoup, des dizaines de milliers de personnes avaient quitté les villes où ils vivent dans la perspective du scrutin pour se rendre dans leur région d'origine où ils sont inscrits sur les listes électorales. La plupart des entreprises, mais aussi le port de Lagos, avait fermé dès vendredi pour permettre aux employés de pouvoir quitter les centres urbains avant le couvre-feu électoral de samedi de 8h à 18h. Les aéroports et les frontières terrestres avaient également été fermés. La commission électorale s'est réunie en urgence en fin de soirée vendredi et a annoncé le report du scrutin au 23 février, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Elle n'a donné aucune précision sur les problèmes logistiques évoqués pour le report. Annonce surprise de mesures économiques d'urgence en Haïti. Le Premier ministre a évoqué entre autres la rigueur pour les administrations, la lutte contre la contrebande et la corruption, ceci après 10 jours de crise paralysant le pays. Le Premier ministre haïtien y est allé de la manière forte. La première décision est de couper le budget de la primature de 30% en suggérant à la présidence et au Parlement d'en faire autant. Jean-Henri Séan a ajouté qu'il faut aussi retirer tous les privilèges non nécessaires aux hauts fonctionnaires de l'État, comme les frais d'essence, de téléphone, les voyages inutiles à l'étranger et les quantités de consultants. Dans son discours d'une vingtaine de minutes en créole, le chef du gouvernement a également indiqué que l'accent serait mis sur la lutte contre la corruption et la contrebande frontalière. Des rencontres avec le secteur privé sont annoncées pour envisager une hausse du salaire minimum. Depuis le 7 février, les manifestations se sont multipliées à travers les principales villes du pays qui ont subi d'importants dégâts matériels.
Issus en majorité des quartiers les plus pauvres, les contestataires ont réclamé la démission du président et de meilleures conditions de vie. Une centaine de touristes québécois bloqués en Haïti depuis une semaine en raison de violentes manifestations ont été évacués samedi de leur hôtel par hélicoptère et ont pu rejoindre l'aéroport de Port-au-Prince pour regagner le Canada. Des milliers de volontaires vénézuéliens à se rendre à la frontière. L'objectif est de réceptionner et d'acheminer d'aide humanitaire stockée en Colombie et au Brésil notamment. C'est au risque d'une épreuve de force avec l'armée fidèle à Nicolas Maduro que seront déployés ces milliers de volontaires. Dans ce pays en pleine déliquescence économique, l'aide d'urgence est au cœur du bras de fer entre l'opposant Juan Guaidó, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, et le chef de l'État vénézuélien, pour qui son arrivée n'est qu'un prétexte pour une intervention militaire des États-Unis. Plusieurs milliers de partisans de Juan Guaidó se sont rassemblés dans le nord-est de Caracas pour s'inscrire sur des listes de volontaires prêts à participer à l'avalanche humanitaire réclamée par le chef du Parlement de 35 ans. À nouveau ce message aux forces armées vénézuéliennes, 7 jours avant que l'aide humanitaire arrive, une semaine pour qu'elles fassent ce qui est juste. Tout un pays va se déverser dans les rues pour montrer non seulement que nous sommes majoritaires, parce que c'est déjà évident pour le monde entier, mais aussi pour dire à tous que nous allons rester dans la rue jusqu'à obtenir la fin de l'usurpation, un gouvernement de transition et des élections libres. Eh bien, nous sommes plusieurs sœurs de la congrégation à nous être inscrites pour aider dans ce processus de reconstruction du pays et pour apporter notre grain de sable, de la foi, de l'humanité, ce que notre société nous demande à l'heure actuelle. Pour aider beaucoup de gens dans le besoin. Il y a énormément de gens, c'est pour ça que je suis remonté et enthousiaste. Nicolas Maduro nie toute urgence humanitaire. Il n'est donc pas question pour lui de laisser entrer l'aide qui n'est que de la nourriture pourrie, des miettes. Juan Guaidó, qui parle de 600 000 personnes déjà portées volontaires, promet que l'aide humanitaire entrera le 23 février, quoi qu'il arrive. Il a appelé à de nouvelles manifestations ce jour-là pour soutenir les volontaires. Que la libertad de expresión sea la insignia. De Gado Badzre dans la région de l'Est, une centaine de réfugiés centrafricains sèchent des briquettes de charbon sous le soleil. Il s'agit d'une procédure pour produire du charbon écologique. Cette activité qui leur permet d'accroître leurs revenus a été rendue possible grâce au soutien du HCR. Notre correspondant sur place, Narcisse Oub, ici sur place, nous fait le compte rendu. C'est aux alentours du camp Gado Bazéré, situé à 28 km de la frontière centrafricaine dans la région de l'Est du Cameroun, que Aïssatou et Oumou collectent des branches d'arbres mortes, des tiges sèches de manioc et de maïs. Elles affirment avoir toutes quitté le pays après que leur mari ait été tué par les milices d'autodéfense anti-Balaka. Pour accroître leurs revenus, elles se sont associées à la centaine de femmes qui se sont lancées avec le soutien de HCR dans la production du charbon écologique. On a observé avec l'arrivée des réfugiés que les forêts ont été abusivement détruites aux alentours du site et dans les environs de Gado. Donc c'était un moyen de pallier non seulement à la coupe abusive de ce bois, mais aussi aller au-delà, protéger ces femmes qui allaient chaque jour un peu plus loin dans la forêt pour la collecte de bois de chauffe. C'est ici sur un site entièrement conçu et équipé par le HCR que ces femmes réfugiées ont créé une petite unité de production de charbon. Les ordures et autres déchets sont carbonisés dans des fours fabriqués de façon artisanale et la poudre qui en ressort est humidifiée avant d'être placée dans un compacteur. Après quelques minutes, apparaît une forme longitudinale du charbon écologique. Mais on peut produire ici, s'il y a la saison sèche là, ça peut même 10 sacs par semaine. Et comme c'est à présent de pluie comme ça, là, le charbon sèche pas bien, on peut produire même 5 à 6 sacs par semaine. La production et la vente du charbon écologique les offrent des revenus supplémentaires. Car le kilogramme de charbon écologique coûte 200 francs CFA, soit environ 0,30 €
alors que le sac de charbon se vend à 6 000 francs CFA. On a commencé à fabriquer le charbon ici, là, ça nous aide aussi à vendre, à utiliser. Bon, si on vend là, il y a une paille aussi que nous avons à Garambray là-bas, on verse l'argent un peu là-bas et on prend un peu aussi pour partager aux femmes ici. À noter, le projet de fabrication de charbon écologique mis en place par le HCR prévoit des opérations de reboisement tout autour du camp de réfugiés. À ce jour, plus de 15 000 arbres ont été plantés par les réfugiés centrafricains. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.